Alors, on va corriger un exercice de mécanique quantique sur l'orientation d'un spin, sur la mesure du spin et la variance par rotation et le spin et champ magnétique. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus et je ferai une deuxième vidéo sur les états intriqués, à moins que j'ai le temps de le traiter dans cette vidéo. Donc, c'est un exercice qui est assez long, mais qui est très détaillé et plus ou moins, bon, chaque question se construit sur la précédente de manière je dirais, assez indépendante. Donc je vais dire l'énoncé et on va résoudre au fur et à mesure. Alors, orientation d'un spin 1,5. Donc on considère un système physique du seul point de vue de son spin de valeur 1,5. Le spin correspond au moment cinétique intrinsèque du système qui ne peut prendre que deux valeurs possibles, plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. Quelle que soit la direction selon laquelle on le mesure. Alors, pour décrire cette situation générale, l'espace est rapporté à une base orthonormée directe. Donc, on a un trait direct IJK. Et on repère l'orientation d'un vecteur quelconque U par les coordonnées sphériques. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, θ et phi. Bien que je les ai traités abondamment de système de coordonnées dans d'autres vidéos. Donc, je vais le réexpliquer. Donc, on note SX chapeau, SY chapeau et SZ chapeau, les opérateurs associés à la mesure du spin selon les vecteurs I, J et K respectivement donnés par H bar sur 2, donc sigma X chapeau. Donc il faut connaître sigma X chapeau, c'est la matrice de Pauli, la première matrice de Pauli. H bar sur 2, sigma Y chapeau, donc la deuxième matrice de Pauli, et H bar sur 2, sigma Z chapeau. De façon générale, on note S chapeau orienté suivant U, en fait, orienté, donc c'est le spin orienté suivant un vecteur de direction quelconque dans l'espace à trois dimensions, ici en coordonnées sphériques, l'opérateur associé à la mesure du spin selon le vecteur U, donc qui est donné par l'expression S chapeau, donc le spin orienté suivant U, va être égal à H bar sur 2, sigma chapeau scalaire U. Ok, autrement dit, donc c'est égal à, donc on fait le produit scalaire entre sigma chapeau, qui est en fait la somme des matrices, des différentes matrices de Pauli, scalaire U, donc qui est égal à SX chapeau, UX plus SY chapeau, UY plus SZ chapeau, UZ avec UX, UY, UZ, les composantes du vecteur unitaire U dans la base IJK. Donc on va faire la première question, exprimer UX, UY et UZ en fonction des angles θ et φ. Alors allons-y. Donc je vous ai représenté les coordonnées sphériques. Je considère un vecteur U donc modélisé en noir quelconque. Ce vecteur U va être représenté donc en coordonnées sphériques, donc par R, qui est donc le rayon vecteur qui part de l'origine O, qui modélise le vecteur U. L'angle θ formé entre U et le vecteur K unitaire, UZ. D'accord. On considère que ce vecteur U se projette orthogonalement dans le plan IJ ou dans le plan UX, UY, suivant que l'on considère le triangle IJK ou le triangle UX, UY, UZ, mais je pense qu'on va prendre UX, UY, UZ pour suivre l'énoncé, puisqu'après l'énoncé parle de ce triangle direct. Et donc l'angle que forme donc le projeté orthogonal du vecteur U sur le plan XOY avec le vecteur UX, c'est phi. Autrement dit, on va voir que U se projette orthogonalement suivant sinus θ, on a du sinus θ ici, et cos phi pour sa coordonnée suivant X. Mais bon, on verra ça par la suite. Donc, pour l'orientation du spin, on nous dit que donc le spin S chapeau, donc SX chapeau, donc c'est le spin suivant le vecteur I, d'accord, qui est ici. Le spin SY chapeau, donc mesuré, va être mesuré sur le vecteur J. Et le spin SZ chapeau va être mesuré sur le vecteur H. Donc ça, c'est la composante du spin suivant K, pardon, IJK, voilà. Ok, donc on a bien évidemment, pour pouvoir décrire l'intégralité de l'espace en 3D, il faut que θ puisse varier entre 0 et pi, donc entre 0 et 180 degrés, d'accord, et que l'on puisse faire varier phi entre 0 et 2 pi. J'espère que vous visualisez ça. Voilà, vous imaginez un stylo et vous faites tourner votre stylo dans tout l'espace de manière à ce qu'il en fait réalise une sphère, en fait, qu'il parcourt une sphère. Ok. Bien. Alors, on a donc les relations suivantes, donc d'après l'énoncé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que sont définis les spins. SX chapeau, c'est H bar sur 2, sigma X chapeau, sigma X chapeau est la matrice de Pauli. Donc c'est un peu comme une identité, sauf que c'est 0,
1 et 0. Bon, ok, on reviendra là-dessus par la suite. Mais bon, il faut connaître ces matrices de Pauli. Généralement, dans l'énoncé, on les donne. Hein, tout dépend du niveau d'études où vous êtes et du degré de difficulté de l'examen ou du concours que vous passez. Mais généralement, dans 80% des cas, on donne les matrices de Pauli, on travaille avec par la suite. Bon, SY chapeau, c'est H bar sur 2 dans la constante de Planck réduite multiplié par sigma Y chapeau. Le spin mesuré suivant Z, SZ chapeau, c'est H bar sur 2 sigma Z chapeau. Autrement dit, le spin mesuré suivant le vecteur U, donc ce vecteur U noir qui est quelconque dans l'espace repéré par ses coordonnées sphériques, va être égal à h bar sur 2 sigma chapeau scalaire U. D'accord? Donc on fait le produit scalaire entre la matrice générique de Pauli et le vecteur U. Donc en faisant le produit scalaire, on obtient qu'en le décomposant, en fait ce produit scalaire suivant les vecteurs de base UX, UY, UZ, j'ai oublié les petites flèches au-dessus de UY et au-dessus de UZ, vous rectifierez, c'est égal à h bar sur 2 SX chapeau suivant UX. Oui, c'est un produit scalaire. Bon. Plus SY chapeau suivant UY, plus SZ chapeau suivant UZ. Donc, voilà. Alors, première question. Alors, effectivement, on nous demande de décomposer, donc la première question, exprimer UX, Y, UZ en fonction des angles θ et phi. Bien. Alors, on voit, j'espère que vous le visualisez, que le vecteur U se projette suivant donc l'axe vertical orienté par le vecteur K en cosinus θ. Effectivement, l'angle adjacent, il est porté par le vecteur K. Autrement dit, U se projette suivant K en cosinus θ. Mais U se projette suivant, en fait, sa projection. Si on considère la projection orthogonale du vecteur U dans le plan formé par les vecteurs I et J, ou UX, UY, on considère sa projection orthogonale, et bien cette grandeur là que je vous fais voir avec le curseur, ça vaut sinus θ. Donc cette grandeur vaut sinus θ, ok. Donc si maintenant je veux avoir, donc c'est un vecteur ici, on suppose c'est un vecteur, donc la composante de ce sinus θ suivant ce vecteur là qui est dans le plan I, IJ, va se projeter en cosinus phi suivant I, et en sinus phi suivant J. Donc on a du sinus θ, cosinus phi suivant UX, et du cosinus θ, sinus phi suivant UY. Donc on a la réponse à notre question. Et bien sûr, UZ, c'est égal à cosinus θ, puisque le vecteur donc suivant Z, UZ, c'est ce vecteur-là, et donc le vecteur U se projette en cosinus θ, donc suivant Z. Donc ça, il faut le vérifier. Ce sont des relations trigonométriques élémentaires qu'il faut connaître. Alors, question B. Donner la représentation matricielle des opérateurs SX chapeau, SY chapeau et SZ chapeau dans la base plus orientée, donc quête plus orientée suivant Z, quête moins orientée suivant Z, correspondant au vecteur propre de SZ chapeau pour les valeurs propres, plus H bar sur 2 et moins H bar sur 2. Donc autrement dit, le quête plus Z va être un vecteur propre pour l'opérateur SZ chapeau associé à la valeur propre plus H bar sur 2, et le quête moins orienté suivant Z sera un vecteur propre de l'opérateur SZ chapeau pour la valeur propre moins H bar sur 2. Donc ça, il va falloir le représenter en notation de Dirac, et c'est ce que l'on va faire. En déduire la représentation matricielle de l'opérateur SU chapeau, donc le spin orienté suivant suivant un vecteur U quelconque, dans cette même base, en fonction de θ et phi. Ok, alors allons-y. Donc, dire que la base constituée des quêtes plus, alors j'oublie le petit z en dessous, c'est orienté suivant z, et quête moins orienté suivant z. Donc, l'espace vectoriel des états de la particule de spin 1,5, d'accord. Bon, on est dans l'espace vectoriel, un espace des états. Et donc, on a que le quête plus orienté suivant z, j'oublie le petit z en dessous, est un vecteur propre de SZ chapeau pour la valeur propre plus h bar sur 2. Et le quête moins orienté suivant z, j'oublie le petit z en dessous, il faut dire le vecteur d'orientation du quête, est un vecteur propre de SZ chapeau pour la valeur propre moins h bar sur 2. Donc, on a vu que SZ chapeau, c'est h bar sur 2 sigma z chapeau. Par définition, la matrice de représentative donc de l'opérateur spin suivant z dans la base de ses vecteurs propres est diagonale. Ok, donc autrement dit, l'opérateur SZ chapeau admet en fait pour matrice dans la base de ses vecteurs propres plus suivant z et moins suivant
Z. Donc, c'est les valeurs propres respectives de ces vecteurs propres. Autrement dit, plus h bar sur 2 pour le premier élément de la diagonale qui correspond au vecteur propre plus orienté suivant Z, et moins h bar sur 2 pour le deuxième élément de la diagonale orienté par rapport au vecteur propre moins orienté suivant Z. On sort h bar sur 2 qui est une constante de la matrice, et on a donc en représentation matricielle, l'opérateur SZ chapeau est égal à h bar sur 2 fois la matrice 1, 0, 0, moins 1. Mais cette matrice 1, 0, 0, moins 1, comme vous le savez probablement, est la matrice de Pauli, la troisième matrice de Pauli, c'est sigma z chapeau. Autrement dit, on a bien que sz chapeau est égal à h bar sur 2 sigma z chapeau. Donc sigma z chapeau, la troisième matrice diagonale de Pauli. Bien. Alors pour l'opérateur sx chapeau, ben, on nous dit que sx chapeau c'est h bar sur 2 sigma x chapeau. C'est donc h bar sur 2 fois la matrice de Pauli sigma x qui est 0, 1, 1, 0. Enfin, on a sy chapeau qui est égal à h bar sur 2 sigma z chapeau, donc qui est égal à h bar sur 2 fois la troisième matrice de Pauli, 0i moins i 0. Ok. Donc comme su chapeau est égal à h bar sur 2 sx chapeau ux plus sy chapeau uy plus sz chapeau uz, et que l'on a montré que le vecteur u, donc de composante en cartésienne ux, uy, uz, admet pour composante en sphérique, donc sinus θ cos phi, sinus θ sinus phi et cosinus θ, on en déduit donc le spin S orienté suivant le vecteur u va être la combinaison linéaire des différents spins orientés suivant les trois directions d'espace ux, uy, uz. Autrement dit, en décomposition sphérique, on va donc avoir que le spin en représentation matricielle orienté suivant le vecteur u est égal à h bar sur 2 fois la matrice 0 sinus θ cos θ sinus θ cos phi 0. J'ai simplement multiplié les valeurs ici de ux par sigma z, d'accord, plus h bar sur 2, 0 i sinus θ sinus phi moins i sinus θ sinus phi est 0 pour sy chapeau, et plus h bar sur 2 cos θ 0, 0 moins cos θ pour sz chapeau. Okay, donc en fait, on a une somme de trois matrices, donc on somme composante par composante. On obtient pour la première composante, première ligne, première colonne, donc 0 plus cos θ, autrement dit cos θ. Pour la deuxième ligne, première colonne, cos θ cos phi plus i sinus θ sinus phi plus 0, autrement dit sinus θ cos phi plus i sinus θ sinus phi. Pour la troisième composante, donc première ligne, deuxième colonne, donc sinus θ cos phi moins i sinus θ sinus phi plus 0, autrement dit sinus θ cos phi moins i sinus θ sinus phi. Et enfin, pour la quatrième composante, donc deuxième ligne, deuxième colonne, 0 plus 0 moins cos θ, c'est égal à moins cos θ. Donc on s'aperçoit qu'on peut factoriser puisque sur ces deux lignes-là, puisque en fait on peut factoriser par sinus θ, et on a donc du sinus θ facteur pour la première ligne, deuxième colonne, cos phi moins i sinus phi, mais cos phi moins i sinus phi c'est exponentielle moins i phi, donc je l'ai mis ici. Et pour la deuxième ligne, première colonne, on factorise par sinus θ, on a sinus θ facteur de cos phi plus i sinus phi, mais cos phi plus i sinus phi admet en représentation de l'air l'exponentielle de i phi. Ok? Autrement dit, la représentation matricielle donc d'un spin orienté suivant un vecteur u quelconque, donc en coordonnées sphériques, d'accord? Les coordonnées sphériques, donc on les a définies. On représente u en coordonnées sphériques par son orientation en suivant θ par rapport à l'axe vertical. On projette orthogonalement u dans le plan ij ou ux, uy, et donc on obtient un vecteur qui forme un angle phi avec le vecteur ux. D'accord? Donc c'est ça, hein, les représentations sphériques. Donc c'est égal à h bar sur 2 fois la matrice cos θ sinus θ exponentielle i phi, sinus θ exponentielle moins i phi moins cos θ. Donc cette matrice est thermicienne, et on notera, elle est thermicienne effectivement, et on notera qu'elle est égale à sa transposée conjuguée. C'est une matrice symétrique réelle, symétrique complexe. Pardon, antisymétrique complexe. Ouais. Alors, question C. On souhaite montrer que les vecteurs d'état, donc
plus orienté suivant U et ket moins orienté suivant U, donné par donc ket plus orienté suivant U est égal à cos θ sur 2, ket plus orienté suivant Z, plus sinus θ sur 2, exponentielle IφI fois le ket moins orienté suivant Z, et que le ket moins orienté suivant U, qui est égal à sinus θ sur 2, fois le ket plus orienté suivant Z, moins cos θ sur 2, exponentielle IφI, fois le ket moins orienté suivant Z, correspondent bien aux états spin-up et spin-down dans la direction du vecteur U. En passant en représentation matricielle et à l'aide de quelques formules simples de trigonométrie, on nous demande de montrer que le ket plus orienté suivant U et le ket moins orienté suivant U sont des vecteurs propres de notre opérateur de spin S chapeau orienté suivant U pour les valeurs propres respectives, plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. Enfin, on nous demande de vérifier également que ces vecteurs sont correctement normalisés. Alors, allons-y. On a donc que le ket plus orienté suivant U est égal à cos θ sur 2, le ket moins plus orienté suivant Z, plus sinus θ sur 2 exponentielle IφI fois le ket moins orienté suivant Z. Donc exprimé en fait sous forme de vecteur colonne dans la base plus orienté suivant Z et moins orienté suivant Z. Donc on passe de la notation de Dirac à la notation matricielle. Donc ici un vecteur colonne de ligne colonne. Donc on a il vaut cos θ sur 2, sinus θ sur 2 exponentielle IφI. Bien, donc pour avoir effectivement l'opérateur de spin orienté suivant U appliqué à ce ket plus orienté suivant U, mais on fait le produit matriciel de la représentation matricielle de notre opérateur de spin orienté sur un vecteur directeur quelconque U, un vecteur de l'espace, par effectivement la forme en vecteur sous forme matricielle, donc vecteur colonne, de ce ket plus orienté suivant U. Autrement dit, ça va être égal à h bar sur 2, la matrice cos θ, sinus θ, exponentielle IφI, sinus θ exponentielle moins IfI moins cos θ, que je multiplie par mon vecteur plus, mon ket plus orienté suivant U sous la forme cos θ sur 2 et sinus θ sur 2 exponentielle IfI. Donc, on a une matrice de 2 par un vecteur de 1, on va donc obtenir un vecteur de ligne, une colonne. Donc pour la première composante de ce vecteur résultant, donc on fait cos θ fois cos θ sur 2, plus sinus θ exponentielle moins IfI fois sinus θ sur 2 exponentielle IfI. D'où la résultante de cette opération matricielle ici. Pour la deuxième composante de notre vecteur, on va donc avoir sinus θ exponentielle IfI multiplié par cos θ sur 2, ici, plus moins cos θ fois sinus θ exponentielle IfI. Et on obtient donc bien la deuxième composante de notre vecteur. Donc, on nous demande d'utiliser des identités trigonométriques. Bon, les entités qu'il faut utiliser c'est celle-ci. Cos A moins B, c'est cos A cos B plus sinus A sinus B. Ici, on va prendre A égale θ et B égale θ sur 2. Autrement dit, cos θ moins θ sur 2, qui est égal à cos θ sur 2. C'est cos θ cos θ sur 2, plus sinus θ sur 2. Et également, sinus de A moins B, c'est sinus A cos B moins sinus B cos A. Autrement dit, sinus de θ moins θ sur 2, qui sera égal à sinus θ cos θ sur 2, moins sinus θ cos θ sur 2, c'est égal à sinus θ sur 2. Bien, bah alors, en simplifiant, en utilisant ces relations, on s'aperçoit qu'on peut mettre notre opération vectorielle, donc l'opérateur de spin orienté suivant U appliqué au ket plus orienté suivant U va se mettre sous la forme d'un vecteur colonne, donc de ligne une colonne, h bar sur 2, cos θ sur 2, sinus θ sur 2, exponentielle IfI. Mais cos θ sur 2, sinus θ sur 2, exponentielle IfI, c'est le vecteur, c'est le ket plus orienté suivant U exprimé suivant les vecteurs propres de la matrice de polysigma Z plus orienté suivant Z et moins orienté suivant Z. Okay, autrement dit, on a tout simplement réécrit et redémontré par cette écriture, cette écriture de Dirac. Si on lit cette écriture de Dirac, eh ben, on voit bien que le ket plus orienté suivant U est un vecteur propre de l'opérateur de spin orienté suivant U pour la valeur propre h bar sur 2. Valeur propre h bar sur 2 qui sera le résultat d'une mesure.
Donc, le quête plus orienté suivant U est bien vecteur propre de l'opérateur de spin orienté suivant U associé à la valeur propre h bar sur 2. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour le quête moins orienté suivant U. Donc, si on applique l'opérateur et on doit retrouver, voilà, j'ai un moins qui manque, mais bon, c'est pas grave. On va le voir. Donc, on doit retrouver que le quête moins orienté suivant U doit être un vecteur propre de l'opérateur de spin, c'est ce à quoi on s'attend, d'accord, orienté suivant U pour une certaine valeur propre qui devrait être l'opposé de h bar sur 2. Donc on fait l'opération, donc et on obtient, donc je vous épargne le calcul matriciel, donc je voulais expliciter pour le vecteur propre plus U orienté suivant U. Et donc, on obtient que c'est égal à h bar sur 2, donc fois le vecteur colonne de 2, donc cos θ sinus θ sur 2 moins sinus θ cos θ sur 2 pour le premier élément, la première composante de ce vecteur colonne, et sinus θ sur 2 exponentielle iφ plus cos θ sur 2 exponentielle iφ pour la deuxième composante. Ok. Donc, en utilisant les relations trigonométriques et la factorisation de nos expressions, eh bien, on obtient que c'est égal à h bar sur 2 moins sinus θ sur 2 cos θ sur 2 exponentielle iφ. Autrement dit, c'est égal à h bar sur 2 sinus θ cos θ exponentielle iφ. Donc, on en déduit que, donc on repasse en notation de Dirac, puisque là, le sinus θ, ok, bon, on repasse en notation de Dirac. Et on a donc que le quête moins orienté suivant U vaut sinus θ sur 2, donc le quête plus orienté suivant Z, moins cos θ sur 2 exponentielle iφ fois le quête moins orienté suivant Z. Donc si on fait le produit scalaire entre le bras moins orienté suivant U et le quête associé, donc moins orienté suivant U, on obtient que c'est égal au module carré de sinus θ sur 2 plus le module carré de moins cos θ sur 2 exponentielle iφ. Exponentielle iφ est de module 1, donc on obtient que c'est le module carré de cos θ sur 2, plus le sinus carré de sinus θ sur 2, et donc ça vaut bien 1. Donc on vérifie donc par le calcul que notre vecteur propre, en fait, notre quête moins orienté suivant U, donc notre vecteur propre associé donc à l'opérateur de spin S orienté suivant U, donc qui est l'un des deux vecteurs propres, puisque notre opérateur de spin a donc deux vecteurs propres, eh bien c'est un vecteur qui est normé. Donc, simplement, remarque, si en notation de Dirac, le quête moins orienté suivant U donc est une combinaison linéaire donc des vecteurs propres, enfin plus orienté suivant Z et moins orienté suivant Z, avec comme coefficient sinus θ sur 2 pour le premier et moins cos θ sur 2 exponentielle iφ pour le deuxième. Alors, lorsque je passe en notation bras, donc lorsque je passe du quête au bras, il faut pas oublier parce qu'on fait le transposé conjugué. Autrement dit, donc effectivement le bras, le quête plus, ça va devenir un bras plus. Sinus θ sur 2 c'est un réel, donc ça reste un réel. Par contre, lorsqu'on transpose, lorsqu'on veut passer du quête au bras pour la deuxième expression, donc le quête moins suivant Z, ça reste le bras moins suivant Z, mais le cos θ sur 2 exponentielle iφ, ça devient cos θ sur 2 exponentielle moins iφ. Il faut pas oublier de prendre le complexe conjugué, d'accord? Source de nombreuses erreurs dans des sujets d'examen, de concours, en mécanique quantique. Et donc on va vérifier également donc notre quête moins orienté suivant U est également un vecteur normé. Effectivement, donc une fois que j'ai explicité le passage, on fait le produit scalaire entre le bras U, le bras moins orienté suivant U et le quête moins donc associé orienté suivant U. Et donc en faisant ce produit scalaire, on obtient que c'est égal à sinus θ sur 2 bras plus orienté suivant Z moins cos θ sur 2 ici donc moins cos θ sur 2 exponentielle moins iφ bras moins orienté suivant Z, donc produit scalaire avec effectivement donc notre quête moins orienté suivant U qui est donné ici par sinus θ quête plus orienté suivant Z moins cos θ sur 2 exponentielle iφ quête moins orienté suivant Z, d'accord? Donc on distribue et on obtient donc c'est égal à sinus carré θ sur 2, donc ce terme là fois ce terme là. Donc, produit scalaire entre le bras moins, bras plus et son homologue quête plus, ça c'est égal à 1 puisque c'est des vecteurs propres qui sont normés, on est dans une base orthonormée,
plus cos carré θ sur 2, puisqu'on fait moins cos θ sur 2 fois du moins cos θ sur 2, donc c'est du plus cos carré θ sur 2. Exponentielle moins i phi va se neutraliser avec l'exponentielle plus i phi, hein, l'exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, fois le produit scalaire entre le ket moins orienté suivant z et le bras associé, qui est égal à 1. Autrement dit, c'est égal à sinus carré θ sur 2 plus cos carré θ sur 2, c'est égal à 1. Et notre ket moins est également normé. Maintenant, on peut passer à la question D. Alors, question D, on nous dit, à partir des expressions générales du ket plus orienté suivant U et du ket moins orienté suivant U, en déduire les expressions des états ket plus orienté suivant X et ket moins orienté suivant X, ket plus orienté suivant Y et ket moins orienté suivant Y, correspondant aux états spin-up et spin-down dans les directions OX et OY. Vérifiez qu'on trouve bien les états propres associés aux matrices de Pauli. Bon, c'est correspondant à un TD. Vérifiez également que ces vecteurs... Bon, donc on va faire la question D. Donc on a que le ket moins orienté suivant U vaut donc sinus θ sur 2, ket plus orienté suivant Z, moins cos θ sur 2 exponentielle i phi fois ket moins orienté suivant Z, et que le ket plus orienté suivant U est égal à cos θ sur 2, ket plus orienté suivant Z, plus sinus θ sur 2 exponentielle i phi, ket moins orienté suivant Z. Alors, si on prend que le vecteur U est égal à I, d'accord, donc je reviens à nos... Donc si U en fait est orienté suivant I ici, eh bien, que vos θ et que vos phi. Ben, pour que U soit orienté suivant I, il faut que U soit déjà dans le plan IJ. Donc on voit bien que en fait θ doit être égal à pi sur 2, d'accord? Θ est égal à pi sur 2 puisque U doit appartenir au plan IJ. J'espère que vous le visualisez bien ça. Si θ n'est pas égal à pi sur 2, U n'appartient pas au plan IJ. Et il faut également que, effectivement, l'angle phi formé entre I et U et le projeté orthogonal de U sur ce plan soit nul. Donc il faut que phi soit égal à 0. Autrement dit, θ doit être égal à pi sur 2, donc 90 degrés, pour que U soit dans le plan IJ. Et il faut que, effectivement, le projeté orthogonal de U sur ce plan soit rabattu sur I, donc il faut que l'angle phi soit égal à 0. D'accord? Donc ceci étant visualisé d'un point de vue géométrique, on peut donc dire que si U est égal à I, alors θ égale pi sur 2 et phi égale 0. Bon, I c'est UX, pareil. Donc si θ est égal à pi sur 2, alors le sinus de θ sur 2, c'est le sinus de pi sur 4. Comme vous le savez, c'est racine de 2 sur 2 ou 1 sur racine de 2. Ok, donc ici on a du 1 sur racine de 2. Et pareil pour cos θ sur 2, hein, on va avoir cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, donc 1 sur racine de 2, exponentielle i phi. Autrement dit, donc pour un vecteur U donc de l'espace qui n'est pas quelconque, mais qui est le vecteur I, donc notre ket plus orienté suivant X va être égal à 1 sur racine de 2, ket plus orienté suivant Z, plus 1 sur racine de 2 exponentielle I0 fois le ket moins orienté suivant Z, et ça va donc être égal à 1 sur racine de 2, ket plus orienté suivant Z, plus 1 sur racine de 2, ket moins orienté suivant Z. Donc de même, ok, bon, on a juste à remplacer θ par pi sur 2 et phi par 0 pour l'expression du ket moins. On va avoir que le ket moins orienté suivant x va être égal à 1 sur racine de 2 fois le ket plus orienté suivant z moins 1 sur racine de 2, le ket moins orienté suivant z. Alors si u est égal à j, que se passe-t-il alors? Si u est égal à j, on se retrouve dans cette configuration-là. U va être collé suivant J qui est égal à UY. Eh bien, c'est pareil. Donc, U doit appartenir au plan formé par les vecteurs I et J. D'accord? Donc, θ doit être égal nécessairement à pi sur 2, donc 90 degrés. Et pour que U colle à J, on voit bien que l'angle formé par U et I, c'est l'angle traditionnel entre I et J, c'est donc égal à pi sur 2, puisque IJK forme un triangle direct. Ok, autrement dit, θ est égal à pi sur 2, mais phi doit être égal également à pi sur 2. Donc une fois que vous l'avez visualisé ça bien géométriquement, vous pouvez l'écrire algébriquement. Et donc, pour effectivement U égale J, on a à la fois θ et phi qui valent pi sur 2. Donc je vous rappelle que exponentielle i phi, c'est exponentielle i pi sur 2. C'est égal à cosinus pi sur 2, autrement dit 0, plus i fois le sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Autrement dit, c'est égal à i. Au passage, c'est l'une des plus belles formules des mathématiques. Puisqu'elle réunit à la fois le nombre imaginaire pur des complexes, d'accord, c'est une petite parenthèse que je fais,
pi, hein, la constante universelle pi, hein, qui est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, et l'exponentielle, hein, l'exponentielle complexe de l'air, qui est à la base des logarithmes. Donc exponentiellement. Il y a aussi exponentielle pi qui est égal à -1. On peut dire aussi que c'est une des plus belles formules des mathématiques. Bon voilà. Au passage, en revenant à la quantique, donc on va remplacer θ égale pi sur 2 et phi égale pi sur 2 dans nos formules ici, ici. Donc pour θ égale pi sur 2, sinus pi sur 4 c'est 1 sur racine de 2, et exponentielle phi, on a vu que c'était égal exponentielle pi sur 2 c'est -i. Donc, on va avoir que le quête plus orienté suivant y va être égal à 1 sur racine de 2 quête plus orienté suivant z plus i fois, cette fois-ci sur racine de 2, quête moins orienté suivant z. De la même manière, hein, si on regarde le quête moins orienté suivant y, pardon. Ah oui, d'accord. Bon, effectivement, on les a pas là directement, je crois que vous les avez au-dessus. Bon, pour le 4 points orienté suivant Z, pour suivant Y, donc vous trouvez, vérifiez bien vous, de votre côté avec les calculs, enfin en substituant par phi par pi sur 2 et θ par pi sur 2, que vous obteniez que le 4 points orienté suivant Y est égal à 1 sur racine de 2, 4 plus orienté suivant Z, moins I sur racine de 2, 4 moins orienté suivant Z. Donc, ceci, on peut le mettre effectivement, on peut passer de la notation Dirac à la notation en vecteur colonne. Donc, le 4 plus orienté sur Y, c'est 1 sur racine de 2 fois le vecteur colonne 1i. Et le 4 moins orienté sur Y égale 1 sur racine de 2 fois le vecteur colonne 1 moins i. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi mes vidéos sur l'électromag, ça doit vous rappeler des vecteurs de Jones et des polarisations des ondes. Bon, comme quoi, la quantique, elle est aussi liée à la polarisation et à l'électromagnétisme. Bon. Ok. Alors, question E maintenant. Donc vérifiez également que ces vecteurs, donc 4 plus suivant U et 4 moins suivant U, sont orthogonaux. Et pourquoi pouvait-on s'y attendre? Eh bien, on passe en notation vectorielle, on passe en notation donc matricielle, donc sous forme de vecteur colonne, et on fait effectivement le produit scalaire. Donc on va avoir que effectivement le 4 plus suivant Y est associé à valeur propre plus h bar sur 2, et le 4 moins associé à la valeur propre est égal à moins h bar sur 2, donc deux vecteurs propres associés. Alors c'est un cours de quantique, vous avez dû le voir, je l'ai même démontré dans ma vidéo sur les fondamentaux de quantique. Donc regardez ces vidéos, c'est la 4 ou 5e vidéo, je crois 3 4e avant celle-ci, que effectivement on a soit vous connaissez ce résultat que j'ai démontré, deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes doivent être orthogonaux, soit vous le vérifiez empiriquement en faisant le produit scalaire, voilà, c'est encore plus simple. Bon, ça montre à l'examinateur que vous avez vraiment une grosse culture de quantique. Ça montre que vous savez faire un calcul. Bon. Donc, il y a deux manières de le prouver. Donc, pour la première manière, bon, vous dites que vous connaissez bien votre cours de quantique. Hein, bon, c'est un grand niveau dessus quand même. Deuxième manière, vous faites le calcul du produit scalaire de manière simple et élémentaire. Composante par composante. Autrement dit, sinus θ sur 2 moins cos θ sur 2 exponentielle phi scalaire avec le vecteur cos θ sur 2 sinus θ sur 2 exponentielle phi. C'est égal à sinus θ sur 2 fois cos θ sur 2, plus moins cos θ sur 2 fois sinus θ sur 2, exponentielle phi fois exponentielle phi. En fait, je me suis planté, c'est exponentielle moins phi ici, d'accord? Voilà. Donc, exponentielle moins phi, vous le rectifiez vous-même, c'est égal à 0. Produit hermitien, donc l'existence de complexes conjugués. Voilà. Ok? Donc on va passer maintenant à la deuxième partie donc, de l'exercice. Alors, mesure d'un spin et invariance par rotation. Alors, on considère que notre système est initialement préparé dans l'état spin-up selon la direction U, repéré par les angles θ et phi. Et on cherche à mesurer selon une autre direction, que l'on notera U', repéré par les angles θ' et phi'. L'objectif est de trouver la loi générale qui décrit les probabilités de trouver le résultat spin-up et le résultat spin-down selon le vecteur U', ce nouveau vecteur, cette nouvelle direction, en fonction de l'angle qui est formé entre les deux vecteurs. Autrement dit, entre l'angle alpha, qui est l'angle formé entre les vecteurs U et U'. Alors, on nous demande de quelle manière a-t-on pu préparer le spin dans l'état où il pointe dans la direction U. Ok. Donc, je vais répondre à cette question. Et on va répondre également, je pense, aux deux autres questions, c'est-à-dire B et C. Donc, que représentent les quantités module carré donc, du produit scalaire entre le bras
suivant U' et le ket suivant U cette fois-ci, attention, et que représente effectivement le module au carré, donc du produit scalaire entre le bras U' orienté le bras moins orienté suivant U' et le ket plus orienté suivant U cette fois-ci. Bon, on nous demande ensuite en C, sans aucun calcul et uniquement par des arguments de physique ou de symétrie, indiquer quelles valeurs doivent prendre les quantités, donc le module carré donc du produit scalaire entre le bras plus orienté suivant la direction U' et le donc produit scalaire entre ce bras et le ket, c'est pas le ket associé puisque c'est la direction U, c'est pas la même direction, et le ket plus orienté suivant U, et également le module carré donc du produit scalaire entre le ket moins orienté suivant U' et le ket plus orienté suivant U. Lorsque l'angle alpha, donc formé entre U et les vecteurs U et U' vaut 0, lorsque l'angle alpha formé entre les vecteurs U et U' vaut pi, et lorsque l'angle alpha formé entre les vecteurs U et U' vaut pi sur 2. Alors, on y va. On mesure un speed par masse de rotation. Ok, donc on nous donne le ket plus orienté suivant U, et on mesure en fait le spin orienté suivant U'. Donc on a U' qui est donné par θ' phi', ce sont les données, et on a alpha qui est donc égal à l'angle formé par U et U'. Donc toutes ces observables ne peuvent avoir que deux valeurs propres bien définies, ok, que sont plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2, dont on cherche les probabilités. Pour la première question, donc on mesure le spin dans la direction U du système, c'est-à-dire qu'on mesure le spin, donc S chapeau suivant U. Donc soit on obtient plus h bar sur 2, soit on obtient moins h bar sur 2. Si on trouve plus h bar sur 2, alors on a bien le système dans l'état préparé qui est plus orienté suivant U. Donc en mesurant le spin dans la direction qui nous intéresse, on peut fabriquer le système dans l'état souhaité. Donc soit l'état plus suivant la direction U, soit le ket moins suivant la direction U. Donc la mesure va modifier l'état. Au début, on n'était pas dans cet état-là, en effet. On sait l'état dans lequel on se trouve effectivement après la mesure. Alors pour la question B, on nous demande d'expliquer ce que représentent ces deux quantités. Ok. Eh bien c'est simple en fait. Je l'ai déjà explicité dans des vidéos précédentes, donc maintenant je pense que vous devez être familier avec ces concepts-là. Eh bien, le module carré donc du produit scalaire entre le bras plus suivant U' et le ket plus suivant U, c'est égal à la probabilité d'obtenir plus h bar sur 2 si on mesure le spin dans la direction U', sachant que l'on est dans l'état plus U suivant U. Et de même, le module carré, en fait, il y a symétrie du problème, donc on pourrait avoir ici à la place du bras plus suivant U' scalaire ket plus suivant U, on pourrait intervertir en fait. Et on pourrait avoir le bras plus orienté suivant U et le ket plus orienté suivant U'. Bon, mais ça reste la même proba. Et donc pour le module carré du produit scalaire entre le bras moins orienté suivant U' et le ket plus orienté suivant U, donc ça représente la probabilité d'obtenir moins h bar sur 2 si on, si on mesure le spin dans la direction U'. Donc si on a un vecteur quelconque phi psi dont on veut mesurer la composante suivant U' du spin, il nous faut connaître le développement de ce ket sur la base, donc sur la décomposition ket plus suivant U' et ket moins suivant U', soit il faut pouvoir exprimer en fait le ket phi sous la forme de cette combinaison linéaire alpha ket plus suivant U' plus bêta ket moins suivant U', car en fait la base formée par les vecteurs plus suivant U' et moins suivant U' sont deux vecteurs qui forment une base orthonormée. Ok. Ici le produit scalaire entre les deux est nul. Le produit scalaire de chacun avec lui-même est égal à 1 et en norme c'est égal à 1. Donc ici le ket psi est un état normé. Alors on va voir effectivement que la somme des modules carrés de alpha carré plus bêta carré des coefficients associés vaut 1. Donc ce qu'on peut toujours faire s'il n'est pas normé, on peut le diviser par sa norme, effectivement. Donc on va avoir effectivement que si le ket psi se met sous la forme alpha fois le ket plus orienté suivant U' plus bêta fois le ket moins orienté suivant U', alors on pourra lire directement les densités de probabilité associées en fait. Alpha, on prend le module carré de alpha et on aura la probabilité d'avoir une mesure qui soit égale à plus h bar sur 2. On prend le module carré de bêta carré,
si on a cette décomposition. Hein. Bon, maintenant il faut la trouver cette décomposition. Et à ce moment-là, on trouvera la probabilité de mesurer moins h bar sur 2. Donc, à l'issue de la mesure, on trouve soit plus h bar sur 2 avec la probabilité module de alpha carré, soit moins h bar sur 2 avec la probabilité module de bêta au carré. Donc, on doit juste réaliser en fait que effectivement, on a cette égalité. Si le quête psi se décompose suivant cette base, suivant la base plus suivant u' et moins suivant u', et que alpha et bêta, ce sont les coefficients donc de la combinaison linéaire, et bien à ce moment-là, on pourra identifier et dire que le module carré donc du produit scalaire entre le bras plus orienté suivant u' et le ket plus orienté suivant u sera égal au module carré de alpha, et que le module carré du produit scalaire entre le bras moins orienté suivant u' et le ket plus orienté suivant u sera égal au module carré de bêta. Donc ce qui correspond en fait à un vecteur psi qui est orienté suivant le plus. Qui est orienté suivant U avec la mesure plus. En effet, si on écrit que le ket plus suivant U, si on écrit ce ket dans la base, donc des ket plus suivant U' et ket moins suivant U', les coefficients alpha sont les produits scalaires entre le bras plus suivant U et le ket psi, et bêta représentera le produit scalaire entre le bras moins suivant U et le ket psi. Donc effectivement, donc je redétaille le calcul de manière à ce que ce soit bien clair et compris. Donc avec psi qui s'écrit sous la forme alpha plus suivant u' plus bêta moins suivant u', on a donc que le produit scalaire entre le bras plus suivant psi, le bras plus suivant u' scalaire psi est égal à alpha, le produit scalaire entre plus suivant u et plus suivant u'. Ceci, ça vaut 1, puisqu'on est dans une base orthonormée. C'est un u' ici, d'accord? Pas u, et plus bêta, produit scalaire entre plus suivant u' et moins suivant u', ça c'est égal à 0, puisqu'on est dans une base orthonormée. Donc, le produit scalaire entre le ket plus, le bras plus orienté suivant u' et notre ket psi, qui est objet de la mesure, sera égal à alpha ket plus suivant u', bras plus suivant u', ket plus suivant u'. Et le produit scalaire entre le bras moins suivant u', le ket psi, est égal à alpha, donc produit scalaire entre le bras moins suivant u, le ket plus suivant u, ça c'est égal à 0, puisque ces deux vecteurs sont orthogonaux, on mesure deux directions orthogonales, d'accord? Plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2, suivant deux vecteurs qui sont orthogonaux, plus bêta fois le bras moins suivant u', et le ket moins suivant u', ça c'est égal à 1. Ok, donc à la question C, sans aucun calcul et par des arguments de physique ou de symétrie, indiquer quelle valeur doivent prendre les quantités lorsque l'angle alpha vaut 0, pi sur 2 ou pi. Ben, on a juste à remplacer. Non, pas à remplacer, on doit le voir par des arguments de symétrie. Donc, on considère donc alpha l'angle formé par les vecteurs u et u'. Si alpha est nul, bien on a u qui est égal à u'. Et donc la probabilité de mesurer plus h bar sur 2, on mesure effectivement dans la direction ces deux vecteurs sont colinéaires, donc c'est égal à 1. Et effectivement, la probabilité de mesurer moins h bar sur 2, autrement dit que u' soit orienté à pi sur 2, si alpha est égal à 0, bah, u' il est suivant u, donc la probabilité de le mesurer dans la direction opposée, c'est 0. Si maintenant alpha est égal à pi, d'accord, on va avoir u qui est égal à moins u'. On a préparé le système dans une direction de spin plus u, et on mesure dans la direction opposée, donc on va trouver moins h bar sur 2. On dit la probabilité de mesurer donc plus h bar sur 2 c'est 0 et la probabilité de mesurer moins h bar sur 2 c'est plus 1. Maintenant, enfin, si alpha égale pi sur 2, bien on va avoir u' qui est orthogonal à u. Et donc effectivement suivant ce sens-là, donc on s'intéresse à mesurer suivant u' et suivant moins, donc par symétrie, mesurer dans la direction u' ou moins u, c'est pareil, puisque u' est orthogonal dans la direction u ou moins u en fait, c'est pareil puisque u est orthogonal, si u' est orthogonal à u, a fortiori il est orthogonal à moins u, d'accord? Ça saute aux yeux par une considération géométrique.
Donc, c'est la même probabilité, d'accord? Donc, on va avoir la somme des probabilités qui est égale à 1. Autrement dit, on a QI probabilité de la mesure. Et si donc alpha est égal à pi sur 2, la probabilité de mesurer h bar sur 2, ben, ça sera 1,5. Et la probabilité de mesurer moins h bar sur 2, ça sera moins 1. Ok, maintenant, on passe à la question D. Alors, on va faire le D et le E, je pense. Alors, à l'aide des considérations ci-dessus, on devine que le module carré du produit scalaire entre le bras U' orienté suivant U' et le ket plus orienté suivant U est simplement donné par cos carré de alpha sur 2. On déduit la moyenne, donc la moyenne du spin mesuré suivant U', dans le cas de nombreuses mesures pour lesquelles le spin est préparé dans l'état plus suivant U. Petit e, donc si l'on pouvait décrire le spin de façon classique par un vecteur spin S de norme h bar sur 2 et orienté suivant U, que prédirait-on pour la mesure de la composante du spin mesurée donc suivant U'? Commenter les points communs et les différences entre physique quantique et physique classique. Ok, mais on va donc avoir. Alors, on vérifie qu'effectivement, le module carré donc du produit scalaire entre le bras plus orienté suivant U' et le ket plus orienté suivant U est égal à cos carré de alpha sur 2, qui est égal à la probabilité de mesurer plus h bar sur 2. Donc, si alpha est égal à 1, donc cos carré de 0 de alpha sur 2, cos carré de 0, ça vaut 1. Si alpha est égal à pi, donc le cos carré de pi sur 2 est égal à 0. Et si alpha est égal à pi sur 2, on va mesurer le cos carré de pi sur 4. Pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2, donc c'est 1,5. Ok, c'est 1,5, c'est pas un 3, c'est 1,5. Donc, suivant le ket plus orienté suivant z, donc on va voir donc cos pi sur 2, et donc, voilà. Et donc, le module carré donc, du produit scalaire entre le ket plus orienté suivant h et le ket plus orienté suivant u est égal à cos carré θ sur 2. Alors effectivement, si on regarde en coordonnées sphériques, donc notre vecteur quelconque u qui est repéré dans un système de coordonnées sphériques par les angles θ et les angles phi, donc plus r sa distance à l'origine, en fait tout ce qui caractérise h bar par rapport à u, en fait, c'est l'angle θ entre les deux. Donc on va avoir. Ok. Donc on va voir donc le module carré donc du ket moins orienté suivant h plus scalaire, donc le ket plus orienté suivant u est égal au sinus carré θ sur 2. Ket plus orienté suivant u, donc je vous rappelle ce que c'est cos θ sur 2, ket plus orienté suivant z plus exponentielle i phi sinus θ sur 2, ket moins orienté suivant z. Et donc si on calcule la valeur moyenne donc de l'opérateur de spin S chapeau, donc en fait calculer cette valeur moyenne suivant U, ben, en fait c'est le prendre en sandwich entre le bras U et le ket U. Donc on va traduire cette opération, cette notation de Dirac moyennée en opération matricielle entre vecteurs. Donc le ket plus orienté suivant U, c'est le ket en fait exprimé donc suivant cette base en cos θ sur 2 suivant plus z, et exponentielle i phi sinus θ sur 2 suivant moins z. Maintenant si on prend le bras moins, donc je vous ai bien fait rappeler qu'effectivement il faut passer on passe au transposé conjugué, donc un vecteur colonne, deux lignes, une colonne, ça va devenir donc un vecteur ligne, donc une ligne, deux colonnes, et on prend le transposé conjugué. Alors pour la première composante, cos θ sur 2, c'est un réel, donc il n'y a rien qui change, mais exponentielle i phi sinus θ sur 2, c'est un complexe, donc exponentielle i phi, on en prend le complexe conjugué, exponentielle moins i phi ici, d'accord? Donc on fait ce produit matriciel, donc on fait le produit matriciel, donc du bras cos θ sur 2, sinus θ sur 2, exponentielle moins i phi, multiplié par la matrice de l'opérateur de spin représenté donc en 2 dans la base, qui est h bar sur 2, 0 et 0 moins h bar sur 2. Donc c'est h bar sur 2 fois sigma z. Sigma z, c'est la matrice donc de Pauli suivant z, qui vaut donc 1, 0, 0, moins 1. Donc je fais rentrer h bar sur 2 dans la matrice de Pauli. Donc je vais commencer par faire cette opération-là. Donc le produit de la matrice par le ket, et ensuite je ferai le produit du bras par le résultant. On remarque bien que d'un point de vue dimensionnel, on va avoir un scalaire, hein, parce que là on va faire le produit d'une matrice de 2 par un vecteur 2, 1, donc on obtiendra un vecteur 2, 1, et ici on
on fait le produit donc d'une matrice 1, 2, puisque c'est une ligne de colonne, donc 1, 2 par 2, 1, ça fait bien 1, 1. On obtient bien un scalaire, en fait. Le résultat de toute cette opération, c'est un scalaire, ok? Donc le produit h bar sur 2, 0, 0 moins h bar sur 2, cos θ sur 2, sinus θ sur 2, exponentielle phi, ça va nous donner un vecteur colonne, donc deux lignes, une colonne. Pour la première composante, on va avoir h bar sur 2 fois cos θ sur 2, plus 0 fois sinus θ sur 2, exponentielle phi. 0 fois ça, c'est 0, donc c'est égal à h bar sur 2, cos θ sur 2. Pour la deuxième composante, donc on a 0 fois cos θ sur 2, c'est-à-dire 0, plus moins h bar sur 2 fois sinus θ sur 2 exponentielle phi. On dit c'est moins h bar sur 2 sinus θ sur 2 exponentielle phi. Donc maintenant on fait le produit donc du bras par la résultante. Donc notre bras, donc c'est une matrice, une ligne, deux colonnes. Donc je vous l'ai bien dit, par un vecteur colonne, donc deux lignes, une colonne. Donc on obtient une matrice 1, 2 par une matrice 2, 1. C'est une matrice 1, 1, c'est un scalaire. Et donc on obtient que c'est égal à cos θ sur 2 fois h sur 2 cos θ sur 2, autrement dit h sur 2 cos carré θ sur 2, plus sinus θ sur 2 exponentielle moins i phi, fois moins h bar sur 2 sinus θ sur 2 exponentielle i phi. L'exponentielle i phi en fait se neutralise. Il nous reste donc du moins h bar sur 2 sinus carré de θ sur 2. Donc le résultat c'est h bar sur 2 que je mets en facteur de cos carré θ sur 2 moins sinus carré θ sur 2. Et vous êtes censé savoir que, vous êtes censé savoir ou pas, qu'on peut simplifier cette expression sous forme cos θ, puisque cos θ, c'est cos carré θ sur 2, moins sinus carré θ sur 2. Cos alpha, c'est cos carré alpha sur 2. Cos 2 alpha, c'est cos carré alpha sur 2, moins sinus carré alpha sur 2. Autrement dit, donc on a dit que la probabilité de mesurer moins h bar sur 2, c'est 1 moins cos carré alpha sur 2. C'est égal à sinus carré, hein, j'oublie un carré ici, mais c'est sinus alpha sur 2 le tout au carré. D'où la moyenne de notre mesure de l'opérateur de spin, donc suivant le vecteur U', doit être égal à h bar sur 2 cos carré alpha sur 2, moins h bar sur 2 sinus carré alpha sur 2. Autrement dit, c'est égal à h bar carré, facteur de cos carré alpha sur 2 moins sinus carré alpha sur 2, h bar carré cos alpha. Mais cos alpha, que représente-t-il? C'est la composante en fait du vecteur U' sur le vecteur U par définition. C'est la projection, puisque donc U scalaire U', c'est cos alpha. Et donc, on a répondu à la question. Alors maintenant, question F. On passe maintenant au calcul dans le cas d'une mesure orientée suivant K. À l'aide de la représentation matricielle, on nous demande de calculer donc le module carré donc du produit scalaire entre le ket plus suivant U et le bras plus suivant K. Le module carré donc du ket moins suivant K et du ket plus du bras moins suivant K et du ket plus suivant U. Et l'opérateur S chapeau, l'opérateur de spin moyenné entre le bras plus suivant U et le ket plus suivant U. Les lois ci-dessus sont-elles vérifiées? Donc même question pour une mesure orientée selon I, dans le cas particulier où le vecteur U est horizontal, c'est-à-dire parallèle au plan X ou Y. Alors, on a que S chapeau suivant H, c'est S chapeau suivant Z, et on est dans l'état du ket plus orienté suivant U. Et on veut calculer la probabilité de trouver plus H bar sur 2 lorsqu'on mesure la grandeur S chapeau suivant H, alors que le système est dans l'état plus suivant U. Soit le module carré, donc du produit scalaire entre le bras plus suivant H et le ket plus suivant U. Donc ce qui compte en fait c'est la composante de l'un sur l'autre. Bon ça je l'avais expliqué tout à l'heure que le produit scalaire est symétrique. Donc c'est le cosinus de l'angle qui est formé entre les deux et c'est in fine ce qui compte. Donc on va avoir que le ket plus orienté suivant U ça va être égal donc cos θ sur 2 ket plus orienté suivant Z plus sinus θ sur 2 exponentielle phi orienté suivant fois ket moins orienté suivant Z. Donc ça va s'écrire dans la base donc des vecteurs propre plus suivant Z et moins suivant Z, donc ça s'écrit donc en représentation matricielle, donc soit en forme d'un vecteur colonne, donc cos θ sur 2 sinus θ sur 2 exponentielle phi. Et donc on va avoir effectivement le jeu d'écriture suivant. Donc si on veut mesurer S suivant X, donc θ donc vaudra pi sur 2. Ok. Et on cherche donc le module carré du produit scalaire entre le ket plus suivant U et le bras plus suivant X, c'est-à-dire la probabilité de mesurer plus quand on regarde dans la direction X, ok, donc suivant cette direction, si le système est dans l'état plus suivant U, c'est-à-dire dans la direction U.
Donc on le voit, ça va être le cosinus de phi. Il y a des chances. Cos carré de phi sur 2. Bon, ok, effectivement. Donc toujours dans la base, donc des vecteurs propres plus suivant z et moins suivant z. Le vecteur u va s'écrire donc cos θ pour la première composante, sinus θ exponentielle phi, c'est égal au quête plus suivant u, et le quête plus suivant x sera égal à 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, donc vecteur colonne. Donc le bras plus suivant x, c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, donc vecteur ligne. Donc si on fait le produit scalaire entre les deux, on va obtenir 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, en vecteur ligne, multiplié par le vecteur colonne, cos θ sinus θ exponentielle phi, soit 1 sur racine de 2 cos θ, plus 1 sur racine de 2 sinus θ exponentielle phi. Pour θ égale pi sur 2, ben, cos θ ça vaut 1, ça vaut 0, pardon. Et sinus θ sur 2, il y a une erreur, c'est cos θ sur 2 là. Et sinus θ sur 2, ça vaut sinus de pi sur 4, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Donc ici on a du θ sur 2. Bon, j'obtiens donc que c'est égal à 1 sur racine de 2. Il y a une erreur de calcul ici, vous voyez, vous rectifierez. 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 exponentielle phi. On veut le module au carré, soit le module carré donc du produit scalaire entre plus suivant x et plus suivant u est égal à donc 1 demi plus 1 demi exponentielle phi module carré. On sort le 1 demi, c'est donc du 1 quart, et il nous reste du 1 plus exponentielle phi au carré. Donc le module carré d'un complexe, c'est le produit de ce complexe par ce complexe conjugué. Le complexe z, c'est 1 plus exponentielle phi. Le conjugué, c'est 1 plus exponentielle moins phi. Donc c'est égal à 1 quart de 1 plus exponentielle phi, facteur de 1 plus exponentielle moins phi. Donc on développe, c'est égal à 1 quart de 1, plus donc exponentielle phi avec exponentielle moins phi, ça se neutralise, on a du 1, plus exponentielle phi fois 1, plus exponentielle moins phi fois 1. Or, exponentielle phi plus exponentielle moins phi, c'est 2 fois le cosinus de phi. On obtient donc c'est égal à 1 demi de 1 plus cos phi, ou si vous voulez utiliser une formule de Trigo, cos carré de phi sur 2. Donc par ailleurs, en fait, la composante du spin S chapeau, donc moyennée entre le vecteur plus suivant U, c'est la moyenne de la composante de S suivant X quand on est dans l'état plus U. Autrement dit, en représentation matricielle, donc c'est égal, donc j'ai représenté l'opérateur de spin S chapeau qui est égal à h bar sur 2 fois la matrice sigma x. Sigma x, c'est la matrice 0 de poly 0, 1 et 1, 0. Hein. Pour vous rappeler, moi je vous rappelle que c'est l'identité symétrique en fait. Voilà. Dans la matrice identité, vous avez que des 1. Sur la diagonale, ben là en fait non, vous avez des 0, vous symétrisez l'autre. Bon, c'est un moyen mémotechnique de se rappeler la matrice de poly sigma x. Donc je sors h bar sur 2. Et on a que le bras plus suivant x, donc c'est un vecteur ligne, donc une ligne de colonne. Cos θ sur 2 et sinus θ sur 2 exponentielle moins phi. Je vous rappelle qu'on a pris le complexe conjugué, puisqu'au départ on a l'expression du bras plus suivant u, et on veut passer du bras plus suivant u au quête, pardon, l'expression du bras plus, de quête plus suivant u, et on veut passer du quête plus suivant u au bras plus suivant x, au bras plus suivant u, d'accord? Fois donc le quête plus suivant u, donc que l'on connaît maintenant relativement bien, cos θ sur 2 pour sa première composante, donc vecteur colonne, donc deux lignes colonne, et sinus θ sur 2 exponentielle phi pour sa deuxième composante. Donc pour faire le calcul global, ben, on peut faire indifféremment ça fois ça puis ça, ou ça fois ça puis ça. Moi j'utilise toujours, je pars toujours par la droite, je trouve que c'est plus facile. Autrement dit, donc on va avoir donc pour la partie droite du calcul, donc 0 fois cos θ sur 2 plus 1 fois sinus θ sur 2 exponentielle phi pour la première composante. Autrement dit, on va avoir du sinus phi sur 2, sinus θ sur 2 exponentielle phi. Et pour la deuxième composante, on va avoir 1 fois cos θ sur 2 plus 0 fois sinus θ sur 2 exponentielle phi, donc 1, donc cos θ sur 2. Donc maintenant, donc on sort h bar sur 2, puisque du calcul matriciel, puisqu'il est distribué sur toutes les composantes. Et donc c'est égal à h bar sur 2, donc fois, donc on a une matrice, donc une ligne, deux colonnes, par un vecteur colonne, deux lignes, une colonne. Donc on va obtenir un scalaire. Le scalaire, c'est donc cos θ sur 2 fois sinus θ sur 2 exponentielle phi, plus sinus θ sur 2 exponentielle moins phi fois cos θ sur 2. Donc on voit que ça peut se simplifier. Vous mettez du sinus θ sur 2 en facteur, et on a des facteurs de quoi? De exponentielle phi plus exponentielle moins phi, mais exponentielle phi plus exponentielle moins phi, c'est la formule de l'aire du cosinus. C'est deux fois le cosinus θ phi.
Autrement dit, cette valeur moyenne donc de notre opérateur de spin suivant x va être égale à h bar sur 2 fois 2 cos phi fois cos θ sur 2 sinus θ sur 2. Autrement dit, c'est égal à h bar sinus θ cos phi. Et que représente ce h bar sinus θ cos phi comme par hasard? C'est bien la composante de u suivant le vecteur i, sinus θ cos phi. D'accord? Puisque effectivement, je vous rappelle, je reviens tout en haut de l'énoncé, bah tiens, on le voit là. Donc sinus θ, donc j'ai mon vecteur u qui est projeté suivant x et y, et si je veux avoir la projection suivant x, c'est-à-dire suivant y, je prends le sinus de l'angle phi. Ok? Donc en fait, c'est bien la composante de u suivant i. Et c'est finalement ce que l'on fait. Donc intuitivement, on a fait des calculs qui se comprennent de manière intuitive. Alors maintenant question H et I. Voilà, on va faire les deux dernières questions et je pense que je vais m'arrêter là. Je ferai dans une deuxième partie la vidéo sur les états de spin intriqués et le spin et le champ magnétique. Effectivement, c'est un exercice qui est relativement long. Donc on nous demande de calculer maintenant l'opérateur SU chapeau entre les bras plus et les quêtes plus suivant U, module carré. Dans le cas général, en fonction de θ, θ', phi et phi', en parallèle, de calculer le cosinus de phi à partir des composantes de U et U' et de comparer ces deux résultats. Enfin, on nous demande de discuter du résultat d'une expérience de Stern-Gerlach pour laquelle un faisceau d'atomes de spin 1,5 se propage suivant la direction X. D'abord mesuré dans la direction X, puis selon la direction Y, et à nouveau suivant la direction X. Combien de fois le faisceau se divise-t-il? Même question si le faisceau est mesuré 3 fois de suite suivant la direction X. Bon, on va faire d'abord H. Alors, pour H, ben, on pose le calcul. Et on a donc l'opérateur de spin moyenné suivant U, donc pris entre moyenné suivant U. Opérateur de spin suivant U', moyenné suivant U. Et donc égal à H bar sur 2. Ici, j'ai exprimé le bras du quai. Maintenant, vous le savez, le bras correspondant à plus suivant U. C'est cos θ sur 2, sinus θ sur 2 exponentielle moins i phi. La matrice représentant donc l'opérateur de spin suivant U', je vous réfère au calcul précédent, des questions précédentes. C'est cos θ', sinus θ' exponentielle i phi' pour la première colonne, sinus θ' exponentielle moins i phi' et moins cos θ' pour la deuxième colonne. Et donc le quête plus en t suivant U, c'est cos θ sur 2, sinus θ sur 2 exponentielle i phi. Donc je fais d'abord cette opération et ensuite je ferai l'opération suivante. Donc pour cette première opération, donc on va avoir du cos θ' fois cos θ sur 2 qu'on retrouve ici, plus sinus θ' exponentielle moins i phi fois sinus θ sur 2 exponentielle i phi qu'on retrouve là. Donc on met l'exponentielle i, les exponentielles en facteur, exponentielle i phi moins phi'. Et pour la deuxième composante, on va obtenir donc du sinus θ' exponentielle i phi' fois cos θ sur 2, qu'on trouve ici, moins cos θ' sinus θ sur 2 exponentielle i phi. Donc on fait maintenant le produit donc de notre effectivement vecteur ligne ici, donc deux lignes, une ligne pardon, deux colonnes, par notre vecteur colonne, donc deux lignes, une colonne. Donc on a le produit donc d'une matrice 1, 2 par une matrice 2, 1. On obtient donc une matrice 1, 1, c'est-à-dire un scalaire. Et ce scalaire, donc ça vaut, donc j'ai mis h bar sur 2 en facteur, ça vaut donc cos θ sur 2 fois cos θ', cos θ sur 2, plus cos θ sur 2, sinus θ', sinus θ sur 2 exponentielle i phi moins phi', plus sinus θ sur 2 exponentielle moins i phi fois sinus θ sur 2 cos phi exponentielle moins i phi', moins cos θ', sinus θ sur 2 exponentielle i phi. Bon, là je me suis un peu emmêlé les pinceaux. J'ai vu qu'on pouvait mettre effectivement cos θ', cos carré θ sur 2, regrouper en fait ces deux termes-là. On nous demande en fait l'angle que forme alpha, l'angle alpha qui est formé entre les vecteurs u et u', donc il peut se calculer à travers le cosinus de l'angle cos alpha. Donc si on exprime u et u' en coordonnées sphériques, on a donc du sinus θ cos phi, sinus θ sinus phi et cos θ pour u. Donc ça c'est sur ux, uy, uz, et on a sinus θ', cos θ phi', sinus θ', sinus phi', cos θ' suivant u', et en fait j'aurais voulu retrouver dans toute cette écriture-là, en fait, le produit scalaire. Ok, donc ce que j'ai utilisé
ce que j'ai utilisé, en fait, j'ai utilisé que cos alpha, donc ce que je voudrais, c'est retrouver cos alpha sous la forme sinus theta, cos theta prime plus sinus theta prime, facteur de sinus phi prime plus cos phi prime, et cos alpha sous la forme, donc sous cette forme cos theta prime plus sinus theta prime, cos phi moins phi prime. Le cas de l'angle entre les directions, bon, voilà, j'ai pas vraiment réussi à retrouver. Je vous laisse faire le calcul, amusez-vous. Si vous arrivez à vous amuser. Donc pour la question I, effectivement, elle sera la dernière question, je m'arrêterai là. Je ferai le spin et champ magnétique et les états intriqués des deux spins dans une autre vidéo. Donc discuter à partir des états d'expérience externe égale 1 pour lequel un faisceau d'atomes se propage en direction X, d'abord mesurer la direction X, puis sur la direction Y. Combien de fois divise-t-il? Bon. Alors pour la question I, donc on va avoir du sterne égal à suivant x, puis du sterne égal à suivant y, puis du sterne égal à suivant x dans le premier cas. Dans le deuxième cas, on va avoir du sterne égal à suivant x, puis du sterne égal à suivant x, puis du sterne égal à suivant x. Donc à chaque fois, la possibilité de plus h bar sur 2, moins h bar sur 2. Les premières dérivent dans un sens, les deuxièmes dans l'autre. Donc on va avoir dans le premier cas plus h bar sur 2x, avec une probabilité 1,5 de remesurer h bar sur 2 suivant y, et ensuite on continue cet égard là, on va l'orienter sur x, de remesurer h bar sur 2 suivant x, et ou moins h bar sur 2 suivant x. Voilà, c'est un arbre que vous faites. Donc on a 2 puissance 3 faisceaux différents, donc 8 possibilités, avec x qui donne x, donc on subdivise x au début. Donc en fait j'ai représenté la tâche en fait ici. On a chacune des probabilités qui vaut 1/8, sauf les deux probabilités sous-jacentes, parce que quand on est ici, on peut revenir ici ou ici, et c'est pareil pour là, quand on est ici, on peut revenir ici ou ici. Donc on a du 2/8, et dans le deuxième cas, en fait, on a un étalement des tâches, puisque on fait du x, puis du x, tandis qu'en premier cas, on fait du y, on revient du y, on a un étalement des tâches suivant x. Donc voilà. Donc je ferai la troisième partie, spin et champ magnétique, dans une autre vidéo, compte tenu de la longueur de cette vidéo. Voilà.